Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC, avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants. Nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Amnesty International a dénoncé lundi la détention prolongée arbitraire de 36 sympathisants d'opposition au Cameroun, arrêtés il y a 5 ans lors de marches pacifiques contre le président Paul Biya et appelés à les libérer immédiatement. 47 militants et cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC de Maurice Kamto, exclus de l'élection présidentielle d'octobre lors de laquelle Paul Biya briguera un 8e mandat, avaient été condamnés à des peines allant d'1 à 7 ans de prison ferme, notamment pour rébellion ou tentative d'insurrection. Les autorités camerounaises doivent immédiatement libérer ces personnes qui n'ont commis aucun crime, si ce n'est celui d'avoir exprimé leur opinion, a déclaré Marceau Sivieude, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, dans un communiqué. Nous sommes profondément déçus que les autorités n'aient pas reconnu le caractère arbitraire de la détention prolongée de ces manifestants, a-t-il poursuivi. En novembre 2022, les experts d'un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avaient rendu un rapport en ce sens et qualifié d'illégal les comparutions de civils devant un tribunal militaire. Début septembre, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, HCDH, s'inquiétait des restrictions de l'espace civique à quelques semaines de la présidentielle au Cameroun et exprimait des craintes quant à la possibilité pour les électeurs d'exprimer librement leur volonté. Amnesty International a également dénoncé l'arrestation début août de 54 sympathisants du MRC pour incitation à la révolte et trouble à l'ordre public. Ils se trouvaient à proximité du Conseil constitutionnel à Yaoundé lors des audiences de contentieux préélectorales qui ont abouti au rejet de la candidature de Maurice Kamto. Ils ont depuis été libérés sous caution. Quelques jours plus tard, un homme ayant publié des vidéos appelant à contester cette même décision a été emprisonné à Douala sur ordre du tribunal militaire. La campagne pour désigner le nouveau chef de l'État camerounais doit débuter samedi. Paul Biya, 92 ans, chef d'État le plus âgé au monde et au pouvoir depuis près de 43 ans au Cameroun, affrontera 11 autres candidats pour briguer un nouveau septennat le 12 octobre. Riek Machar, chef rebelle versatile et vétéran des guerres sud-soudanaises, ex-vice-président du Soudan du Sud et frère ennemi du président Salva Kiir, Riek Machar, inculpé pour crimes contre l'humanité, est un leader rebelle historique dont les retournements d'alliance ont façonné l'histoire sanglante du pays. Son sourire marqué des dents du bonheur et son éloquence ont un temps séduit nombre de responsables de la communauté internationale. Mais sa versatilité a aussi nourri les heures les plus sombres de la courte histoire du Soudan du Sud. Monsieur Machar, arrêté fin mars et placé depuis lors en résidence surveillée, est inculpé depuis le 11 septembre pour crimes contre l'humanité, pour avoir coordonné une attaque meurtrière contre l'armée sud-soudanaise à Nazir dans le nord-est du pays. Des accusations montées de toutes pièces selon ses proches. L'ancien vice-président, qui a comparu lundi devant la justice à Juba, a été destitué de cette charge le jour de son inculpation. Né en 1953 dans l'état pétrolifère de l'Unité, Riek Machar est le fils d'un chef de la communauté Nuer, la deuxième plus importante du pays. Il ne porte toutefois pas la scarification sur le front qui marque le passage à l'âge adulte dans son ethnie largement pastorale car il fréquente les bancs d'école. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur à Khartoum et d'un doctorat de l'université britannique de Bradford, ce qui lui vaut une réputation d'éloquence, il prend les armes en 1983 quand éclate la seconde guerre civile opposant le nord et le sud du Soudan. Il rejoint, suivi par de nombreux Nuer, les rangs de la rébellion de l'Armée populaire de libération du Soudan, SPLA, jusqu'alors essentiellement constituée de Dinka, l'ethnie majoritaire dans le sud du Soudan. Boucher. Mais il s'oppose à son chef John Garang et à ses proches, dont Salva Kiir, et tente un putsch manqué en 1991. La rébellion se divise alors sur des lignes ethniques. Riek Machar est accusé d'avoir ordonné cette année-là le massacre par ses troupes de milliers de Dinka à bord, ce qui déclenchera un cycle de violence intercommunautaire.
Riek Machar est un boucher, un tortionnaire, jugeait en juin un diplomate occidental basé à Juba qui voyait en lui un caillou dans la chaussure sud-soudanaise, empêchant le pays d'avancer du fait de sa seule présence. Après le massacre de Bor, Riek Machar crée un groupe rival qui s'allie un temps aux troupes du nord du Soudan contre la SPLA qu'il réintègre finalement au début des années 2000. Quand un accord de paix est signé entre Khartoum et les rebelles sudistes en 2005, Machar est nommé vice-président de la région autonome du Sud-Soudan, un poste qu'il gardera en juillet 2011 à l'indépendance de Soudan du Sud, derrière Salva Kiir, président. Leur rivalité ressurgit toutefois quand Riek Machar manifeste son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Limogé en 2013, Riek Machar dénonce l'attitude dictatoriale du président. Le gouvernement affirme, lui, avoir déjoué une tentative de coup d'État. L'escalade mènera à une guerre civile émaillée de nouveaux massacres, comme celui de décembre 2013 qui vit des centaines de nuées tuées par des Dinka à Juba avec l'assentiment de nombreux acteurs de l'armée et des cercles du gouvernement, pointe alors un rapport de l'Union africaine. Victime, la rébellion se divise alors sur des lignes ethniques. Riek Machar est accusé d'avoir ordonné cette année-là le massacre par ses troupes de milliers de Dinka à bord, ce qui déclenchera un cycle de violence intercommunautaire. Riek Machar est un boucher, un tortionnaire, jugé en juin un diplomate occidental basé à Juba, qui voyait en lui un caillou dans la chaussure sud-soudanaise, empêchant le pays d'avancer du fait de sa seule présence. Après le massacre de Bor, Riek Machar crée un groupe rival qui s'allie un temps aux troupes du nord du Soudan contre la SPLA, qu'il réintègre finalement au début des années 2000. Quand un accord de paix est signé entre Khartoum et les rebelles sudistes en 2005, Machar est nommé vice-président de la région autonome du Sud-Soudan, un poste qu'il gardera en juillet 2011 à l'indépendance de Soudan du Sud, derrière Salva Kiir, président. Leur rivalité ressurgit toutefois quand Riek Machar manifeste son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Limogé en 2013, Riek Machar dénonce l'attitude dictatoriale du président. Le gouvernement affirme, lui, avoir déjoué une tentative de coup d'État. L'escalade mènera à une guerre civile émaillée de nouveaux massacres, comme celui de décembre 2013 qui vit des centaines de nuées tuées par des Dinka à Juba avec l'assentiment de nombreux acteurs de l'armée et des cercles du gouvernement, pointe alors un rapport de l'Union africaine. L'E est inculpé depuis le 11 septembre pour crimes contre l'humanité, pour avoir coordonné une attaque meurtrière contre l'armée sud-soudanaise à Nazir, dans le nord-est du pays. Des accusations montées de toutes pièces, selon ses proches. L'ancien vice-président, qui a comparu lundi devant la justice à Juba, a été destitué de cette charge le jour de son inculpation. Né en 1953 dans l'état pétrolifère de l'Unité, Riek Machar est le fils d'un chef de la communauté Nuer, la deuxième plus importante du pays. Il ne porte toutefois pas la scarification sur le front qui marque le passage à l'âge adulte dans son ethnie largement pastorale, car il fréquente les bancs d'école. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur à Khartoum et d'un doctorat de l'université britannique de Bradford, ce qui lui vaut une réputation d'éloquence, il prend les armes en 1983 quand éclate la seconde guerre civile opposant le nord et le sud du Soudan. Il rejoint, suivi par de nombreux Nuer, les rangs de la rébellion de l'Armée populaire de libération du Soudan, SPLA, jusqu'alors essentiellement constituée de Dinka, l'ethnie majoritaire dans le sud du Soudan. Mais il s'oppose à son chef, John Garang, et à ses proches, dont Salva Kiir, et tente un putsch manqué en 1991. La rébellion se divise alors sur des lignes ethniques. Riek Machar est accusé d'avoir ordonné cette année-là le massacre par ses troupes de milliers de Dinka à bord, ce qui déclenchera un cycle de violence intercommunautaire. Riek Machar est un boucher, un tortionnaire, jugeait en juin un diplomate occidental basé à Juba qui voyait en lui un caillou dans la chaussure sud-soudanaise, empêchant le pays d'avancer du fait de sa seule présence. Après le massacre de Bor, Riek Machar crée un groupe rival qui s'allie un temps aux troupes du nord du Soudan contre la SPLA qu'il réintègre finalement au début des années 2000. Riek Machar, alors vice-président de la région autonome du Sud-Soudan, le 30 mai 2011 à Khartoum. Au Soudan, Riek Machar, alors vice-président de la région autonome du Sud-Soudan, le 30 mai 2011 à Khartoum, au Soudan.
Quand un accord de paix est signé entre Khartoum et les rebelles sudistes en 2005, Machar est nommé vice-président de la région autonome du Sud-Soudan, un poste qu'il gardera en juillet 2011 à l'indépendance de Soudan du Sud, derrière Salva Kiir, président. Leur rivalité ressurgit toutefois quand Riek Machar manifeste son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2015, limogé en 2013. Riek Machar dénonce l'attitude dictatoriale du président. Le gouvernement affirme, lui, avoir déjoué une tentative de coup d'État. L'escalade mènera à une guerre civile émaillée de nouveaux massacres, comme celui de décembre 2013 qui vit des centaines de nuées tuées par des Dinka à Juba, avec l'assentiment de nombreux acteurs de l'armée et des cercles du gouvernement, pointe alors un rapport de l'Union africaine. Dr Riek n'est pas un ange. Il est le problème fondamental du Soudan du Sud, tout comme Salva Kiir, observe Wani Mikael, un ex-leader de la jeunesse sud-soudanaise, désormais en exil. Chaque communauté de ce pays a des blessures non guéries. En 2016, M. Machar reprend pour 3 mois la vice-présidence d'un gouvernement d'union à la faveur d'une courte pause dans les hostilités. Mais les affrontements reprennent en juillet 2016 et Riek Machar fuit Juba à pied pour s'exiler en République démocratique du Congo, RDC voisine. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son vice-président Riek Machar lors de sa prestation de serment le 22 février 2020 à Juba. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son vice-président Riek Machar lors de sa prestation de serment le 22 février 2020 à Juba, AFP archive Alex Hemsbride. Il ne reviendra au Soudan du Sud qu'en 2018 après un nouvel accord de paix dit revitalisé qui prévoit un partage du pouvoir avec Salva Kiir. En février 2020, il redevient vice-président pour la 3e fois. Cette nouvelle, fragile cohabitation tient 5 ans jusqu'à l'attaque de Nazir en mars dernier. D'après plusieurs analystes interrogés par l'AFP, l'arrestation de Riek Machar relève d'un plan du régime pour se débarrasser de lui alors que point la succession de Salva Kiir à la santé vacillante. Mais le pouvoir sud-soudanais est allé trop loin en l'accusant de crimes contre l'humanité car il fait de lui une victime. Il n'est pas un petit politicien, mais une institution politique, poursuit l'ex-leader de la jeunesse. Sa condamnation causerait un bain de sang, car beaucoup de ses supporters prendront le maquis, dit-il. Lundi dernier, ses soutiens ont de fait appelé à la mobilisation militaire afin de renverser le pouvoir. Nigeria. Des femmes manifestent pour obtenir plus de sièges au Parlement. Des centaines de femmes ont manifesté lundi à Abuja, capitale du Nigeria, pour réclamer la création de sièges réservés aux femmes au Sénat et à la Chambre des représentants. Plusieurs pays africains, du Sénégal au Rwanda, ont augmenté le nombre de sièges parlementaires réservés à des femmes en recourant à des quotas. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et qui ne dispose pas d'un tel système, ne compte que 4 sénatrices sur 109 sièges de sénateurs et 16 élus sur les 360 membres de la Chambre des représentants. Des groupes de femmes de tout le pays et une poignée d'hommes se sont rassemblés lundi à Abuja, la capitale, et ont arpenté la ville dans un cortège de bus, de fourgonnettes et de camions, selon des journalistes de l'AFP sur place. Les manifestantes veulent un amendement constitutionnel appelé Special Seats Bill, loi sur les sièges spéciaux, qui ajouterait un siège réservé aux femmes à la Chambre et au Sénat dans chacun des 36 États du Nigeria, ainsi que dans le territoire de la capitale fédérale. La caravane s'est achevée par la remise d'une pétition à une commission parlementaire qui tenait une audience sur la réforme constitutionnelle à l'hôtel Transcorp Hilton. Nous voulons que le pouvoir législatif travaille pour les femmes, a déclaré Dorothy Njemanze, l'une des organisatrices, qui a affirmé avoir dénombré plus de 1000 manifestantes. La ministre des Affaires féminines du président Bola Tinubu, Hajia Iman Suleiman Ibrahim, a apporté son soutien à cette évolution législative. « Je veux ce siège car demain je serai peut-être celle qui se présentera », a déclaré à l'AFP Onu Iunanya, une fonctionnaire de 50 ans participant à la manifestation.
Une assemblée nationale comptant davantage de femmes pourrait mieux se concentrer sur la santé et l'inclusion économique des femmes, a déclaré Niam Ikiereve, 40 ans, qui avait voyagé plusieurs heures depuis l'État de Benue pour se joindre au rassemblement. Les manifestantes veulent un amendement constitutionnel appelé Special Seats Bill, loi sur les sièges spéciaux, qui ajouterait un siège réservé aux femmes à la Chambre et au Sénat dans chacun des 36 États du Nigeria ainsi que dans le territoire de la capitale fédérale. La caravane s'est achevée par la remise d'une pétition à une commission parlementaire qui tenait une audience sur la réforme constitutionnelle à l'hôtel Transcorp Hilton. Nous voulons que le pouvoir législatif travaille pour les femmes, a déclaré Dorothy Njemanze, l'une des organisatrices, qui a affirmé avoir dénombré plus de 1000 manifestantes. La ministre des Affaires féminines du président Bola Tinubu, Adjia Iman Suleiman Ibrahim, a apporté son soutien à cette évolution législative. Je veux ce siège car demain je serai peut-être celle qui se présentera. Une assemblée nationale comptant davantage de femmes pourrait mieux se concentrer sur la santé et l'inclusion économique des femmes, a déclaré Niam Ikiereve, 40 ans, qui avait voyagé plusieurs heures depuis l'État de Benue pour se joindre au rassemblement. C'est une scène effroyable qui a laissé des victimes sans mots. Plus de 300 maisons, toutes en tôle et construites en promiscuité, ont pris feu aux premières heures de ce lundi 22 septembre au camp Laurent-Désiré Kabila, situé dans la commune de Lemba, au sud-ouest de la ville de Kinshasa. Ici règne un silence assourdissant. Des parents et une marmaille d'enfants débouchent désespérément dans les décombres de leurs habitations encore fumantes. Un père de famille et policier parle d'un incendie déclenché à 2h du matin qui s'est répandu comme une traînée de poudre pour calciner en un temps record plusieurs centaines de hangars. Nous avons tous été surpris à 2h du matin par un feu dont on ne sait jusque-là l'origine. Je vous jure que c'est un clic que ce feu-là a tout calciné. Rien, et alors rien n'a été récupéré dans plus de 300 maisons détruites, a déclaré cet agent de la police avec seul talkie-walkie en main. Une dame, Julie, inconsolable, et dont le mari se trouve en déplacement depuis 24 heures, dit avoir tout perdu dans ce drame, un pagne et une blouse comme seul vêtement qui lui reste. Elle dit recourir aux voisins dont les habitations n'ont pas été touchées par ce feu dont la gravité ne leur a pas laissé l'occasion de sauver les meubles. Nous sommes obligés de tendre la main à ceux qui n'ont pas connu ce malheur. Ils nous donnent leur marmite pour faire à manger. On est toujours à l'extérieur et ne savons où passer la nuit. Moi j'ai tout perdu, les seuls habits qui me restent sont ceux que je porte là, s'est-elle plainte. Pas d'eau et la crainte d'une éventuelle pluie. Un groupe des femmes assises à même le sol, transpirées par la chaleur que dégagent des tôles jetées en vrac, explique le calvaire qui les accable depuis le matin, caractérisé par un manque d'eau à boire criante et d'une faim de loup en raison de leurs économies parties en fumée. Elles craignent qu'une pluie vienne les trouver à la belle étoile avec des petits enfants. Nous ne savons que faire pour le moment car on tout perdu. Imaginez qu'on n'a même pas de l'eau à boire ni pour nous laver. On se demande si la pluie venait de nous trouver dehors. Qu'est-ce que nous allons faire avec tous ces enfants ? S'interroge Jackie Chibola. Fournitures scolaires brûlées, année scolaire bâclée. Des élèves ont, eux aussi, exprimé leur regret de voir leurs uniformes, cahiers et tous leurs objets classiques carbonisés. Certains parmi eux, sans honte, se douchent à ciel ouvert alors que leurs parents concoctent des mets de fortune dans un climat presque lugubre. D'après des victimes, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, était passé sur le lieu la journée, promettant de revenir avec une aide aux sinistrés. Ces derniers disent avoir attendu en vain. Certains affichent encore l'espoir sur son retour pour au moins une enveloppe à chacun en vue de la reconstruction de leur maison tragiquement endommagée. À présent, rien ne bouge. Chaque victime est assise où se trouvait son hangar en attente de l'aide du gouvernement. Merci, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.